Premier épisode, où l'on assiste à une naissance bien difficile. Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. Rien qu'une terre plate, battue par les vents. Elle était seule sur cette île déserte et caillouteuse. Elle sentit soudain une légère vibration sous les paumes de ses mains. Était-ce l'île qui vibrait ou bien son propre corps? Elle avait eu si peur. Oui, si peur quand l'affreux serpent Python l'avait pourchassée. Si peur jusqu'à ce que Borée, le dieu du vent du Nord, la dépose sur cette île qui flottait sur l'océan comme un bateau. Instinctivement, la jeune femme posa les mains sur son ventre arrondi et elle sourit. Ce qui vibrait ainsi doucement n'était pas la terre, c'était l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Il donnait de petits coups de pied, de petits coups de poing, signe qu'il souhaitait voir le jour. Leto redressa lentement la tête. C'est alors qu'elle découvrit à quelques mètres d'elle le tronc élancé d'un immense palmier. D'où avait surgi cet arbre providentiel? Peu importait. Son ventre ondulait de manière toujours plus impérieuse. Elle rassembla ses forces, se releva et se dirigea vers l'arbre. Les larges feuilles du palmier lui offrirent une ombre protectrice. Elle enlaça le tronc de ses bras et, s'agrippant ainsi fermement, Leto commença à attendre Ilicie, la déesse des accouchements, qui l'aiderait à enfanter. Accrochée à son palmier, elle vit la nuit tomber. Puis un deuxième jour se lever. Ilicie n'était toujours pas apparue. La jeune femme se souvint de l'arrivée de Zeus dans sa vie. Le dieu des dieux avait su la séduire. Il avait tout fait pour la charmer. Mais lorsqu'elle fut enceinte, les malheurs commencèrent à s'abattre sur elle. Héra, la femme de Zeus, la détestait et souhaitait sa mort, ainsi que celle de son bébé à naître. Les heures passaient. Le vent soufflait sans rafraîchir le front brûlant de Leto. Les douleurs de l'enfantement devinrent plus fortes. Tout près d'elle, une caille trottina. En voyant le petit oiseau qui tournait autour du palmier, Leto comprit qu'elle avait été déposée sur l'île flottante d'Ortygie, l'île aux cailles. « C'est bien, se dit-elle, les persécutions d'Héra ne peuvent m'atteindre ici. Elle a maudit toute terre qui m'accueillerait avec mon enfant, mais une île flottante n'est pas une terre. » Pourtant, 8 jours et 8 nuits plus tard, l'enfant n'était toujours pas né. Leto était terriblement fatiguée. La sueur lui coulait dans les yeux. Le soleil qui perçait à travers les palmes lui grillait la peau. Elle se mit à appeler. « Mère Phœbé, la grande Titanide, viens à mon aide. Et vous, belle déesse de l'Olympe, portez-moi secours. J'attends Ilicie, la déesse des accouchements. Mais elle ne vient pas. Que se passe-t-il » Entendant ces mots, toutes les déesses accoururent assister Leto. Seules 2 ne vinrent pas. Héra, bien entendu, mais surtout Ilicie, car usant d'une dernière ruse, Héra, qui était la mère d'Ilicie, la retenait dans une interminable conversation. Pour Leto, les douleurs de l'enfantement se faisaient chaque jour plus difficiles. Les déesses qui veillaient sur elle humectaient son visage régulièrement, lui faisant boire à petites gorgées de l'eau bienfaisante. Chacune savait que, sans l'intervention d'Ilicie, Leto ne pourrait mettre au monde son enfant. « Zeus est un lâche », soupira l'une. « C'est lui qui devrait amener Ilicie auprès de Leto. »« Et si nous arrivions à attirer l'attention d'Ilicie » suggéra une autre. « Il faudrait la tenter. Tiens, pourquoi pas avec ce magnifique collier d'or et d'ambre » proposa une troisième en ôtant une de ses parures. Toutes se tournèrent vers Iris, la messagère des dieux. Celle-ci se drapa dans ses longs voiles arc-en-ciel, épousseta ses ailes dorées et partit pour l'Olympe, emportant avec elle le précieux collier. 9 jours et 9 nuits avaient passé depuis l'arrivée de Leto sur cette île perdue au milieu de l'océan, quand Iris revint avec la déesse chargée des naissances. Aidée par Ilicie, Leto mit enfin au monde une petite fille. C'était la nuit. Une lune bienveillante s'était levée lorsque le bébé sortit du ventre de sa mère. « Tu t'appelleras Artémis », murmura Leto dans un souffle. Rassurées par cette issue heureuse, les déesses repartirent à leurs occupations, laissant la mère seule avec son enfant. Leto prit Artémis dans les bras et se mit à chantonner doucement, d'une voix grave, juste pour elles deux. « Hé, Naphylie,
mono enafili. Un baiser, seulement un baiser. Puis, elle embrassa l'enfant et la déposa doucement sur le sable, au pied de l'arbre. Elle grignota quelques dattes que le palmier lui offrait généreusement, en souriant de bonheur. Le bébé ouvrait de grands yeux sur la nuit étoilée. C'est alors que Leto sentit son ventre onduler à nouveau. Soudain, elle perçut de nouveaux petits coups de pied, de nouveaux petits coups de poing. Pas de doute, la malheureuse n'avait pas fini son travail de mère. Un autre enfant s'agitait dans son ventre, réclamant lui aussi de voir le jour. Et il y était reparti. Comment allait-elle parvenir à mettre au monde seule le deuxième bébé ? À suivre. Deuxième épisode, où Artémis aide à mettre au monde son frère. Le vent était tombé. Pas un bruit sur cette île presque déserte. Pas un souffle d'air pour agiter la mer. Le temps semblait suspendu dans la petite crique où Artémis venait de naître. Leto s'était assoupie, son bébé niché tout contre elle. Elle fut réveillée par de puissantes vagues dans son ventre qui ondulaient à nouveau. Le deuxième bébé s'apprêtait à naître. Elle ouvrit les yeux. Aurore, aux doigts de rose, teignait chaque galet du rivage des couleurs du soleil levant. On aurait dit que les cailloux prenaient feu. « Comme c'est beau !» murmura une petite voix. Leto se retourna vivement. Elle découvrit une fillette au regard noir et décidé. Ses cheveux déjà longs retombaient en boucles brunes sur son front. Elle avait les bras et les jambes potelés d'une enfant, mais son corps semblait aussi droit et ferme que celui d'une grande personne. « Mais qui es-tu » questionna Leto. La fillette esquissa un sourire. « Eh bien, maman, tu ne reconnais pas ta fille ? Je suis née cette nuit. » Avant de s'endormir, Leto avait approché la petite Artémis de son sein, et le bébé s'était mis à téter goulûment. Pendant qu'elle sombrait dans le sommeil, Artémis avait continué de boire son lait. Et plus l'enfant tétait, plus elle grandissait. Car avant de partir, les déesses de l'Olympe avaient glissé entre ses lèvres un peu de nectar et d'ambroisie, la nourriture réservée aux dieux. Et voilà qu'une énergie et une vigueur extraordinaire l'avaient envahie. Leto n'avait plus le temps de s'émerveiller de ce prodige. Il lui fallait désormais accoucher. Elle empoigna à nouveau vigoureusement le palmier, ne sachant comment enfanter seule. Artémis regardait le visage pâle de sa mère se contracter sous la douleur. Les lèvres de Leto étaient si sèches et craquelées que des gouttes de sang perlaient. Elle gémissait doucement. Il fallait faire quelque chose pour l'aider. Artémis avait entendu le bruit furtif d'un ruisseau. Elle s'élança dans sa direction. En courant, son pied heurta ce qu'elle prit pour un gros caillou vert. Ce n'était pas un caillou, mais une carapace de tortue. « C'est exactement ce dont j'ai besoin !» s'exclama la fillette. Parvenue auprès du ruisseau, elle remplit la carapace d'une eau fraîche et pure. Puis, elle cueillit quelques longs roseaux qui poussaient sur la berge. En relevant la tête, de l'autre côté du ruisseau, Artémis découvrit une brebis et son agneau. Comme ils étaient beaux, comme leur laine semblait douce et mousseuse, elle décida aussitôt de s'en approcher. Mais ce n'était pas pour les caresser, ni pour jouer avec l'agneau, bien qu'elle en mourût d'envie. Non, Artémis avait une idée. Les animaux se laissèrent approcher facilement. Quelque chose se dégageait d'elle qui les attirait et les rassurait. Des alouettes venaient se poser sur ses épaules en poussant leurs petits chants joyeux. Des lièvres couraient entre ses jambes. Aucun ne s'enfuyait à l'approche d'Artémis. Celle-ci chuchota alors un secret à l'oreille de la brebis. De retour auprès de sa mère, Artémis pencha la carapace de tortue et lui fit délicatement boire l'eau du ruisseau. Elle lui rafraîchit le visage et le cou, puis elle tressa habilement les longs roseaux ensemble, tout en faisant un signe à la brebis, qui commença à se frotter contre le tronc rugueux du palmier. La brebis frotta, tant et tant, qu'elle y laissa accrocher toute sa laine. Artémis se précipita pour la ramasser.
et elle fabriqua un matelas douillet pour étendre sa maman en posant la laine sur la natte tressée avec les roseaux. Désaltérée par l'eau fraîche, confortablement installée sur le matelas de laine, bientôt Leto se sentit mieux. Artémis, accroupie à son chevet, une main posée sur son front, l'encourageait tendrement. L'enfant jaillit du ventre de sa mère au moment même où le soleil apparut à l'horizon. C'était un garçon. « Ma fille, dit Leto, tu es née le 6 du mois de Targélion, ton frère jumeau le 7. Tu es née la nuit, et la lune sera ta protectrice. Il est né le jour, et il sera consacré au soleil. Il s'appellera Apollon. » Artémis ne quittait pas son frère des yeux. C'était une bien étrange naissance. Comment elle, une petite fille d'un jour à peine, avait-elle pu aider sa mère à le mettre au monde ? Mais cette petite fille était née au pays des dieux. Elle vivait au commencement du monde, en ces temps mystérieux où tout était possible. À suivre. Malheureusement, les pleurs d'Apollon vont attirer l'attention d'Héra et Leto va devoir s'enfuir à nouveau avec ses enfants, quitter ce petit nid douillet, cette île aux cailles, qui va désormais s'appeler Délos, la brillante, en souvenir de cette naissance extraordinaire. 3e épisode où Leto et ses enfants ne sont pas les bienvenus. L'errance avait donc repris. Leto marchait depuis des heures en silence sans savoir où ses pas la menaient. Les 2 enfants se faisaient lourds au bout de ses bras, mais ils se taisaient. De hautes montagnes les cernaient, beaucoup d'arbres jalonnaient leur chemin. Cependant, lorsque le soleil perçait à travers cette végétation touffue, il était cruel. Bientôt, Leto, qui mourait de soif, arriva dans une vallée, au bord d'un joli étang. Ses eaux étaient limpides. Quelques paysans, penchés sur l'eau claire, ramassaient des algues et des joncs. La jeune mère se baissa pour boire, mais les paysans la repoussèrent violemment. « Va-t'en !» cria l'un. « Oust, dégage, tu n'es pas chez toi ici !» hurla un autre. Leto, surprise, recula d'un pas et leur répondit doucement. « Pourquoi m'empêchez-vous de me désaltérer ? L'eau appartient à tout le monde. La nature est bonne et généreuse. Elle offre ses fruits à chaque être vivant sur la terre. Regardez comme mes petits ont chaud. Voyez comme mes lèvres sont desséchées. Je peux à peine parler. » Une femme releva la tête. Allait-elle se laisser attendrir par les 2 enfants assoiffés ? « Retourne d'où tu viens, étrangère !» siffla-t-elle entre ses dents. « Cette eau nous appartient !» Et pour bien montrer à Leto qu'elle ne pourrait pas prétendre à une seule goutte d'eau pure, la paysanne se mit à piétiner l'eau. Les autres la suivirent, battant des pieds et plongeant leurs mains dans l'étang. En s'agitant ainsi, ils firent remonter toute la vase du faux et rendirent l'eau si trouble qu'elle ne pouvait plus être bue. À cet instant, la douceur de Leto fit place à la colère. Sa voix était devenue rauque. « Vous n'êtes pas des humains, vous êtes des loups !» Leto avait levé les bras pour invoquer l'aide des dieux. Sa colère ne cessait d'enfler. Elle criait maintenant. « Vous qui ne connaissez pas les lois de l'hospitalité, vous qui ne savez que rejeter l'étranger qui passe, vous vivrez à jamais dans la boue de votre étang. » C'est alors que les paysans, pris d'une subite folie, se mirent à plonger dans l'étang, ressortir puis plonger à nouveau. Tout en pratiquant cette curieuse gymnastique aquatique, ils continuaient à crier des insultes à Leto. Mais voici que leurs voix changèrent, leurs gorges s'enflèrent, leurs bouches s'élargirent, leurs têtes s'enfoncèrent dans leurs épaules, leurs dos verdirent, leurs ventres s'arrondirent et blanchirent.
Artémis et Apollon n'en croyaient pas leurs yeux. Les méchants qui leur avaient refusé une gorgée d'eau s'étaient transformés en grenouilles. Ils vivraient pour toujours dans la boue de leur étang. À suivre. Peu de temps après, Zeus vient voir ses enfants. Il couvre son fils de cadeaux, mais il disparaît avant d'en avoir offert à sa fille. Alors Artémis va se débrouiller toute seule. Elle va se doter de chiens, d'un arc et de flèches en or, de rennes en or aussi. Il ne manque plus que des bêtes pour atteler à son char, avant de devenir la déesse protectrice de la nature et des animaux. 9e épisode, quand Artémis court aussi vite qu'une biche. Là-haut dans le ciel, un grand aigle planait silencieusement. Est-ce un papillon venu lui chatouiller le cou, ou bien le soleil lui taquinant la joue qui réveillèrent Artémis? Peut-être seulement la sensation d'une présence. La déesse ouvrit les yeux et elle découvrit de magnifiques biches en train de boire dans le torrent auprès duquel elle s'était assoupie. Leurs jambes étaient fines et musclées, leur poitrine imposante, leur museau délicat. Lorsque l'une relevait la tête, elle observait autour d'elle avec une élégance étonnante. Mais le plus extraordinaire était que ces biches étaient pourvues de cornes. Oui, des cornes, comme des cerfs. Et la lumière faisait rayonner ces cornes. On aurait dit qu'elles étaient en or. Artémis en avait le souffle coupé. Elles étaient si majestueuses et si gracieuses qu'elle fut certaine d'avoir rencontré les plus belles biches du monde. Voilà, c'est exactement elles que je dois atteler à mon char, se dit la déesse. Comme elle était en partie dissimulée par les branches du grand chêne, les biches ne l'avaient pas encore repérée. Artémis bondit souplement de sa cachette, espérant profiter de leur surprise pour les attraper. Mais les 5 bêtes furent plus rapides qu'elle et s'enfuirent. Sans réfléchir, Artémis se mit à courir à leur trousse. Elle courait comme si sa vie en dépendait. Ses pieds touchaient à peine le sol. Elle courait si vite que même ses chiens ne parvenaient pas à la suivre. Devant elle, les sabots des biches faisaient parfois voler une motte de terre qu'elle recevait en plein visage, mais Artémis ne les perdait pas de vue. Bientôt, la petite harde atteignit la partie la plus haute de la forêt. Des pins succédèrent aux grands chênes et aux frênes feuillus. Une bonne odeur se dégageait du tapis d'aiguille sur lequel elle courait désormais. « Comme c'est beau! Et tout cela m'appartient !» murmura-t-elle. Des branches giflaient son visage, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, son souffle était devenu régulier, ses jambes la portaient presque sans effort maintenant. L'exaltation de cette course à travers bois l'habitait tout entière. Artémis avait envie que cela ne s'arrête jamais. Cependant, celle qui paraissait la plus jeune des biches commençait à montrer des signes de fatigue. Elle ralentit son rythme. Une biche un peu plus âgée, probablement sa mère, ralentit avec elle. Au moment où les bêtes sortirent de la forêt de pins pour atteindre la partie rocheuse de la montagne, sur laquelle ne poussaient plus que quelques touffes d'herbe odorante, Artémis les rattrapa. Elle ne souhaitait leur faire aucun mal. Sans perdre de vue les 3 autres qui fuyaient toujours, elle passa rapidement ses rennes en or au cou des 2 biches qu'elle avait capturées et les attacha à un arbre. Puis, elle reprit sa course. Pour la première fois, Artémis se sentait pleinement heureuse. Une joie sauvage coulait en elle. Le galop précipité des biches résonnait dans la montagne. Une irrésistible envie de crier monta en elle pour lui faire écho. Elle cria le rouge des baies d'arbousier et les épines du sapin bleu. Elle cria l'odeur de la mousse et le chant de l'alouette. Elle cria les yeux du lièvre craintif et le pelage doré des biches. Elle cria le vol majestueux de l'aigle et l'ombre du grand chêne. Elle cria les gifles du vent et le souffle de la liberté. Les parois de la haute montagne répercutaient son cri comme pour l'amplifier. Les biches comprirent-elles alors que celle qui les poursuivait était la reine de la nature sauvage? Ou bien étaient-elles seulement épuisées par cette longue course? Toujours est-il qu'à cet instant, elles s'immobilisèrent. Artémis captura 2 d'entre elles, mais elle laissa fuir la 5e en lui disant « Toi, file, je sais qu'on se retrouvera un jour. » Puis, caressant le cou des 2 autres, elle murmura « Maintenant, je vais pouvoir commencer ma mission. À suivre. »
11e épisode où le plus sage des professeurs vient en aide à Artémis. Cela faisait plusieurs jours qu'Artémis cheminait, tantôt à pied dans les sous-bois, tantôt sur son char tiré par ses biches. Elle évitait soigneusement les villes et tous les lieux où les hommes vivaient, préférant d'abord apprendre à connaître son royaume. C'est ainsi qu'elle arriva un matin sur le mont Pélion. Cette montagne était haute et couverte d'une végétation luxuriante. Des platanes, des pommiers, des chênes, des hêtres. L'automne teignait les feuillages de toutes sortes de rouge et d'orange. Ce festival de couleurs réchauffa le cœur un peu triste d'Artémis, mais son visage restait préoccupé. Un bruit de course précipité l'alerta soudain. Ses chiens dressèrent l'oreille. Maintenant, des cris se rapprochaient. Artémis saisit rapidement une flèche et banda son arc. Elle n'eut pas le temps d'achever son geste que déboulait dans ses jambes un jeune garçon vêtu d'une tunique en peau de léopard. Dans son élan, il fit trébucher la déesse. Les deux roulèrent dans la pente sur le tapis de feuilles mortes. Mais les poursuivants du jeune homme arrivaient. Ils étaient 4. Des jeunes garçons sensiblement du même âge, vêtus eux aussi de peau de bête. Ne pouvant éviter les 2 corps enlacés, ils tombèrent à leur tour. Artémis, mi-amusée et mi-agacée, tentait de se relever lorsqu'arriva une jeune fille. Elle aussi courait, mais elle sut les esquiver avec agilité. Le sourire moqueur qu'elle arborait en regardant les garçons gesticuler au sol plut immédiatement à Artémis, et la déesse partit d'un grand éclat de rire. Les chiens aboyaient, les garçons grognaient, les filles riaient. « Oh là !» cria une grosse voix. « D'où vient tout ce raffut ?» Un personnage surprenant venait de surgir des taillis. Il portait une longue barbe blanche, son torse nu était celui d'un homme, mais son corps et ses jambes étaient ceux d'un cheval. Dès qu'il apparut, les jeunes gens se turent. « Bonjour, » dit Artémis, « je ne sais pas qui tu es, mais moi je suis... » Sans ménagement, l'être, mi-homme, mi-cheval, lui coupa la parole. « Je te connais, moi. Bienvenue sur le mont Pélion, Artémis. Tu es sur mon territoire. Je suis le centaure Chiron. » Artémis avait déjà entendu parler du centaure le plus savant, le plus vieux et le plus sage de tous. Sa réputation était telle que tous les puissants du monde souhaitaient lui confier leur fils en apprentissage. On disait qu'il enseignait les arts, les sciences, mais par-dessus tout, la manière d'être un humain respectueux des autres et des dieux. Voilà une rencontre qui tombait à pic pour Artémis. Comme s'il avait deviné ses pensées, Chiron l'invita à l'accompagner jusqu'à sa grotte. Elle s'empressa d'accepter, espérant trouver là une occasion de demander conseil au centaure. Pendant qu'il se mettait en marche, Chiron sermonnait sa jeune troupe. « Jason, tu courais le plus vite de tous ce matin, mais il faut aussi courir avec ta tête, pas seulement avec tes jambes, » dit-il au jeune garçon qui, le premier, avait trébuché. « Si tu avais fait marcher tes yeux et tes oreilles, tu aurais deviné l'obstacle sur ta route avant de tomber. Quant à vous autres, Achille, Asclépios, Actéon et Héraclès, vous auriez pu vous aussi garder votre vigilance et ne pas tomber. » Puis se tournant vers la jeune fille, au regard effronté, il dit « Atalante, je te félicite. Certes, tu arrivais derrière eux, mais tu as fait preuve de réactivité. Ce matin, c'est toi que je déclare vainqueur. » Le coup d'œil narquois qu'Atalante jeta au garçon n'échappa nullement à Artémis. Mais que pouvait bien faire cette fille parmi les élèves du vieux centaure ? Une fois arrivée dans la grotte, Artémis prit place en face de Chiron sur une grosse pierre plate qu'il lui avait désignée. « Puisque tu sais si bien qui je suis, commença-t-elle, tu devines donc aussi ce qui me préoccupe. » Le centaure sourit. « Tes pas ne t'ont pas conduite ici par hasard. Je suis la solution à ton problème. Établis des règles pour la chasse et je me chargerai de les enseigner. Après tout, ma mission de professeur consiste à former mes élèves à devenir de bons guerriers sans cruauté. Et toi, tu as la charge d'accompagner les jeunes gens au seuil de leur vie d'adulte. Ensemble, nous écarterons d'eux toute bestialité, n'est-ce pas? Nous ne pouvons qu'être complices, toi et moi. » Artémis était émue. Pour la première fois depuis le jour de sa naissance, elle rencontrait un allié, quelqu'un qui la comprenait sans qu'elle parle, quelqu'un sur qui elle pouvait compter. « Reste un peu parmi nous, » reprit Chiron. « Fais venir tes compagnes si tu le souhaites. Vous êtes les bienvenus. » À suivre. C'est ainsi qu'Artémis et ses nymphes vivent joyeusement et librement aux côtés des élèves de Chiron sur le mont Pélion,
jusqu'au jour où les dieux s'en mêlent. Ses amis Callisto et Polyphonté sont victimes des manigances des dieux. Alors après ces drames, Artémis décide d'aller pour la première fois au palais de son père pour dire aux autres dieux de l'Olympe sa façon de penser. 30e épisode au cours duquel Artémis pique une grosse colère. Une fois devant la porte, Artémis hésita. Une peur presque enfantine la paralysa un instant. Comment allait-elle être accueillie ? Soudain, le visage rieur de Callisto et le front énergique de Polyphonté surgirent devant ses yeux. La colère la reprit. Elle poussa les portes de la salle du trône d'un geste si brusque que les deux battants s'ouvrirent violemment en claquant contre le mur. À l'intérieur, assis en arc de cercle autour du trône, les dieux sursautèrent. En face d'elle, Zeus la regarda, éberlué par cette entrée fracassante. Bonjour ma fille, bredouilla-t-il en jetant un regard en coin à la déesse assise à sa droite. Artémis s'avança dans la pièce sans répondre. Elle promena son regard sur l'assemblée des dieux, avant de le plonger dans les yeux de son père et de répondre. « Eh bien moi, je ne vous dis pas bonjour, car ce n'est pas un bonjour qui m'amène ici. » Le ton provoquant d'Artémis jeta la stupéfaction dans l'assemblée des dieux. Poséidon et Hadès la regardèrent avec sévérité. Aphrodite se pencha vers Athéna, sa voisine, en ricanant. « T'as vu comme elle est mal fagotée, celle-là ? Et ses cheveux n'ont jamais vu une brosse, ma parole ?» Athéna haussa les épaules, son accoutrement m'est bien égal. En revanche, elle n'a pas l'air d'avoir appris les bonnes manières pour engager une discussion. Héra, le visage courroucé, se tourna vers son mari. « Peux-tu me dire qui est cette sauvageonne impolie que tu appelles ma fille ?» Mais Artémis ne laissa pas à Zeus le temps de lui répondre. Le commentaire moqueur d'Aphrodite ne lui avait pas échappé. Elle se planta devant elle et attaqua. « Toi, je t'ai reconnue. Tu es la déesse de l'amour, n'est-ce pas ?» Sottement flattée, Aphrodite se rengorgea. Artémis jeta un regard de mépris à ses ongles peints et à sa coiffure compliquée, où les tresses, les fleurs et les perles s'entrelaçaient savamment. Libre à toi, ma tante, de penser que l'amour ne peut être lié qu'aux apparences. Libre à toi de chercher la séduction dans une féminité de pacotille. Mais sache qu'il existe d'autres chemins que le tien. Puis, prenant à témoin l'assemblée tout entière, elle poursuivit. « Je suis Artémis. J'ai choisi de vivre sans contrainte dans les forêts. Je suis entourée de compagnes qui ont fait le même choix que le mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le modèle imposé par Aphrodite. Nos toilettes nous intéressent moins que courir dans les bois. L'amour n'est pas au centre de nos préoccupations. Et pourtant, nous sommes toutes des femmes. Oui, comme elle. » Un murmure parcourut l'assemblée. Se sentant encouragée, Artémis poursuivit, en élevant la voix. « En quoi nos manières de vivre te dérangeaient, ma tante ? Pourquoi a-t-il fallu que tu prennes ombrage de l'attitude de mes compagnes ? Ces jeunes filles ne connaissent pas encore l'amour et le chercheront quand elles seront prêtes et si elles le souhaitent. » Toute trace de timidité ou de honte avait disparu chez Artémis. Elle s'approcha d'Aphrodite, qui se leva brusquement de son siège. D'un geste vif, elle lui arracha sa ceinture magique et la brandit triomphalement. C'est avec ça qu'elle impose sa loi à tous. Mais de quel droit faire de nous les jouets de ses caprices ? Πρώτα γυναίκα και μετά η αίρια. Γέννα στους μύθους πάνω στα πιέρια. Κι απ' πυρκάγια σου βάφει τα μαλλιά σου. Της Δημήτρας η πέτρα η μοναξιά σου. Της Δημήτρας η πέτρα, της Δημήτρας η πέτρα. Et voilà qu'Arès se mêlait de la discussion. « Écoute, Zeus, tu peux pas la faire taire. Sa petite rébellion de fille des bois est agaçante et nous avons faim. » Depuis l'éruption d'Artémis, Zeus semblait tétanisé.
Il regardait sa fille sans réagir. « Écrase cette punaise !» lui susurra Héra. Mais Zeus gardait obstinément le silence. Furieuse, Héra se leva de son trône et sans un regard pour Artémis, elle quitta la pièce. L'intervention d'Arès avait reporté l'attention d'Artémis vers son père. Lorsqu'elle vit la grande déesse au bras blanc murmurer à l'oreille de Zeus, puis partir en claquant des talons, sa colère redoubla, comme si une nouvelle bûche venait de s'ajouter au feu qui la brûlait. « Et vous deux, le couple qui dirigeait tout l'univers, ce que vous avez fait à mon ami Callisto est ignoble. Toi, Zeus, tu l'as séduite, alors même qu'elle n'éprouvait aucun désir de toi. Et ta femme s'est vengée en la transformant en bête. Mais le coupable, c'était toi, pas Callisto. Vous n'en avez pas assez de jouer aussi légèrement avec la vie des autres. Moi, je suis chargée de mettre les enfants au monde, de les éduquer jusqu'à l'âge adulte, et vous faites tous n'importe quoi, vous les dieux. J'ai honte de faire partie de votre famille. » Un silence impressionnant enveloppa soudain la pièce. « Je l'adore, celle-là, » murmura Hermès à Athéna. « Elle a un cran incroyable. »« Certes, » répondit Athéna, « mais elle risque de le payer très cher. Souviens-toi de ce qui est arrivé à mon cher Prométhée. Zeus n'aime pas qu'on lui résiste en général. » Artémis tremblait de tous ses membres. Elle, qui parlait peu d'habitude, venait de se laisser emporter par un torrent de colère. Tous les yeux étaient braqués vers Zeus, attendant sa réaction. Lui tripotait nerveusement son foudre, les sourcils froncés. Comment allait-il réagir face à la colère d'Artémis ? Le dieu des dieux posa sur sa fille un regard indéfinissable. Il était plus troublé par son visage que par ses paroles. En la regardant, il reconnaissait la fillette qui lui avait caressé la barbe assise sur ses genoux. Bien plus encore, il retrouvait Leto, car Artémis ressemblait beaucoup à sa mère. Il baissa la tête et un soupir lui échappa. C'est d'un ton étonnamment bas qu'il lui répondit enfin « Tu as raison, Artémis. Il m'arrive souvent de tomber amoureux. C'est parfois compliqué. » Il ne termina pas sa phrase. Le souvenir de sa rencontre avec Leto surgissait de sa mémoire. Un instant, il entendit le rire heureux de la jeune Titanide, ce rire éclatant qui l'avait séduit. Il revit les rayons du soleil qui jouaient dans sa chevelure sombre, le rouge framboise de ses lèvres et le vert de l'herbe sur laquelle il l'avait étendue. Non, il ne l'avait pas charmée contre son gré, même s'il s'était montré bien peu courageux pour la défendre face à la jalousie de sa femme. Le dieu des dieux secoua la tête, comme pour en chasser ces images de bonheur enfuies. Il reprit d'un ton plus assuré. « Je suis désolé de ce qui est arrivé à ta mère, je veux dire à ton ami Callisto. L'amour emprunte parfois des chemins... » Un ricanement l'empêcha de finir sa phrase. Il jeta un œil agacé en direction de celle qui venait de se moquer ainsi ouvertement de lui. C'était naturellement Aphrodite. Elle arborait un sourire narquois qui le mit en colère. « Toi qui ne cesses de faire et défaire les intrigues amoureuses sur terre comme au ciel, tu ferais bien d'être moins arrogante. Le jour où tu seras toi aussi véritablement amoureuse et non plus seulement séductrice, on te verra à l'œuvre. Et peut-être regretteras-tu ce que tu as fait. » Aphrodite se dressa d'un bond. Outragée par les propos de Zeus, elle cria « Un peu facile de m'accuser de tous les maux. À t'écouter, on dirait que tu n'es responsable de rien, que le fait d'être amoureux excuse tout. Bizarre pour le roi de l'Olympe. Mais puisque ma présence dérange... » Et sans finir sa phrase, elle sortit en claquant la porte. Arès, le dieu de la guerre, qui, chacun le savait, était son amant, se précipita à sa suite. Pour une première visite, Artémis n'aura pas raté son entrée. Elle a le don de faire claquer les portes, gloussa Hermès. Zeus semblait fatigué. Cette conversation commençait à lui peser. Il bougonna. « Artémis, tes propos sont parfois justes, mais excessifs, et surtout d'une grande brutalité. Il n'y a donc aucune douceur en toi ?» Sans laisser à Artémis le temps de répondre, Apollon prit sa sœur par les épaules et dit « Je propose qu'elle aille se reposer d'un si long voyage. Ce soir, j'organise une grande fête en son honneur. Tu verras si ma sœur est toujours aussi rude. Elle vous réserve une surprise. » 32e épisode où Artémis révèle d'autres facettes d'elle-même. Ce soir-là, à peine la pièce fut-elle pleine qu'Apollon parut. Un cercle se forma autour de lui. Heureux d'être ainsi le centre des regards, il saisit son luth et se mit à jouer.
Sa musique était suave et les notes s'envolaient, pures et droites, pour charmer les oreilles. Bientôt, il sortit de sa poche une flûte, confectionnée à partir de morceaux de roseau, et il fit un signe discret à son frère Hermès. Hermès attrapa habilement la flûte, bondit aux côtés d'Apollon, et un son joyeux vient bientôt se mêler à celui du luth. À cet instant, 9 jeunes filles entrèrent. Un murmure parcourut l'assistance. « Voilà les muses !» Certaines jouaient de la trompette, d'autres du cor, des clochettes ou bien encore de la viole. Toutes portaient des couronnes faites de fleurs ou de feuilles entrelacées et de longues robes blanches. Elles jouèrent de leurs instruments à l'unisson et une grande douceur gagna l'assemblée. C'est alors qu'entra une magnifique jeune femme en longue robe blanche elle aussi. Ses cheveux noirs dénoués flottaient sur ses épaules. Un entrelacement de lierre, de roses et de jasmin odorant les couronnait. Avec grâce, elle se plaça en tête du chœur des muses et chacun reconnut stupéfait Artémis. Il ne restait plus rien de la sauvageonne des bois dans cette ravissante apparition. Artémis ferma les yeux et elle se mit à chanter. Elle chanta comme on se jette parfois à l'eau, sans être sûr de savoir nager, mais parce qu'on ne peut plus reculer, parce qu'on a quelque chose à accomplir qui dépasse la peur. Sa voix grave s'éleva, limpide et chaude. Elle portait en elle la vibration des saisons, quand les alouettes drapent le printemps de leurs trilles, quand le cri des cigales ensemence l'été de lumière, quand les craquements des sous-bois font frémir l'automne, quand les aiguilles de pin habillent l'hiver d'un manteau de velours. Son chant abritait la pâleur de la lune et sa douceur aussi. Elle chanta la longue errance de l'étau à la recherche d'une terre où s'abriter et son courage lorsqu'elle mit ses enfants au monde. Elle chanta la vaillance de sa mère et sa solitude aussi. Dans les yeux de Zeus, une larme brillait. Et puis, tout en chantant, Artémis commença à danser. Une danse où se mêlaient lentes ondulations et cascades nerveuses, balancements gracieux des bras et virevoltes soudaines, claquements de mains et envolées de talons. Tout son corps frémissait comme une houle et chacun, hypnotisé, restait suspendu à la grâce de ses gestes. Peu à peu, les muses entrèrent à sa suite dans la danse. Apollon et Hermès reprirent alors leurs instruments et accompagnèrent la ronde menée par Artémis. La déesse, habitée par ce chant et cette danse, ne cessait plus de tournoyer. Elle n'entendit pas Zeus, tremblant d'émotion, dire « Eh bien, te voici désormais chargée de mener le chœur des muses, ma fille. » Pas plus qu'elle n'entendit Héra siffler entre ses dents « Gracieuse danseuse ou sauvageonne des bois, tu ne perds rien pour attendre. » Tard dans la nuit, grisé par les acclamations des dieux, le cœur rempli de fierté et d'allégresse, Artémis s'endormit sur la terrasse du palais, la tête posée sur les genoux de son frère. À son réveil, Apollon la félicita chaleureusement. « Bravo, sœurette, tu es presque aussi douée que moi. Si seulement tu abandonnais ton arc et tes flèches pour développer tes talents artistiques, tu pourrais enfin avoir des activités féminines. » Artémis se dressa aussitôt. « Pourquoi dis-tu presque? Es-tu donc meilleure que moi?
Et pourquoi chanter et danser seraient des activités plus féminines que chasser et courir les bois? Apollon, surpris par sa réaction, répondit vivement: « Évidemment que je suis meilleur que toi. Je suis un garçon, non ?» Le ton de leur voix avait monté. Vite, vite, et leur querelle attirait déjà du monde. Athéna venait de surgir. Elle prit immédiatement parti pour Artémis. « Apollon, tu te crois toujours le plus beau et le plus fort, mais Artémis sait faire beaucoup plus de choses que toi, en réalité. » Apollon eut un mouvement d'humeur. « Persiflé. N'empêche que personne d'autre que moi ne peut conduire mon char, ni emprunter celui d'Hélios, le dieu du soleil. Nos chevaux sont trop nerveux, une main féminine ne saurait les dompter. » Comme s'ils avaient entendu leur maître, les puissants chevaux d'Apollon qui broutaient devant le palais hennirent sauvagement. Furieuse, Artémis bondit. Sans réfléchir, elle détacha les rênes et grimpa dans le char de son frère. Aussitôt, les chevaux partirent en trombe dans le ciel. Debout, la chevelure au vent, sa longue robe blanche claquant contre ses cuisses tendues, Artémis guidait l'attelage d'une main ferme et sûre. Les bêtes, ne sentant ni peur ni hésitation dans sa conduite, répondaient en confiance à ses moindres gestes. Elles accéléraient ou ralentissaient au rythme voulu par leur guide, dessinant de grandes boucles dans le ciel. L'air vif fouettait le visage de la déesse, et le plaisir que cette chevauchée lui procurait rougissait ses joues. Apollon, bouche ouverte, la regardait évoluer parmi les nuages. Athéna partit d'un joyeux éclat de rire. « Alors, les déesses ne savent pas conduire aussi bien que les dieux ?» Vexé, le dieu des arts fut bien obligé de l'admettre. Désormais, la place d'Artémis sur l'Olympe était faite. À suivre. 41e épisode, où Artémis s'abandonne à la nostalgie. La déesse repassait dans sa tête les nombreux événements qu'elle venait de vivre. Quelque chose n'allait pas. Ou plutôt, quelque chose lui manquait, terriblement. Comme si elle n'avait jamais été tout à fait elle-même ces derniers mois. Une sourde et poignante nostalgie l'envahit. La nostalgie d'un bonheur perdu. Mais où et quand avait-elle été pleinement heureuse? Sûrement pas pendant sa petite enfance, faite d'errance et de souffrance. Elle avait trop souvent vu sa mère pleurer, cette mère qu'elle aimait passionnément mais qu'il fallait protéger. Elle avait trop longtemps rêvé de ce père absent, ce père qu'il avait négligé si durablement. Alors oui, nostalgie du bonheur, mais lequel? Pour toute réponse, le visage du vieux centaure surgit devant ses yeux. Chiron, mais oui, bien sûr. Artémis décida de mettre le cap vers la grotte du centaure, le refuge qu'elle s'était choisi et qu'il avait accueilli, là où on l'avait adopté sans rien lui demander. Une petite pluie se mit à tomber, fine et chaude, une de ces rares averses de printemps qui se glissent dans les fentes du sol et que la terre aspire avec avidité. Artémis n'arrêta pas son char pour se mettre à l'abri. Elle aimait sentir l'eau ruisseler sur son corps. Elle aimait l'odeur de terre mouillée qui emplissait soudain ses narines. Et par-dessus tout maintenant, elle était pressée d'arriver à la caverne du vieux Chiron, de lui raconter tout ce qu'elle venait de vivre dans sa tumultueuse famille et de partager avec lui ses découvertes. Elle trouva le centaure assis sur une pierre en train d'attiser le feu à l'entrée de sa grotte comme à l'accoutumée. Un instant, Artémis eut l'impression d'être revenue en arrière. Elle eut l'illusion d'entendre le rire de ses nymphes, le timbre cristallin de Callisto, celui plus aigu de Polyphonte, se mêlant aux voix graves de Jason et Achille. Elle s'attendait presque à voir surgir Atalante derrière Chiron. L'air embaumait ce mélange unique de résine, de menthe poivrée et de citronnelle sauvage. Le centaure leva la tête et lui sourit, comme s'il l'attendait. Elle lui rendit son sourire, et une immense tendresse la submergea. Elle se rendit compte soudain combien elle était attachée à lui. Les liens du cœur sont parfois plus forts que ceux du sang. Chiron semblait juste un peu plus voûté, la barbe peut-être un peu plus blanche. Rien n'avait donc changé,
Peut-être si, au contraire, tout avait changé en son absence. En partant sur l'Olympe, Artémis avait renvoyé ses nymphes chez elle. Puis, un à un, les garçons avaient pris le chemin du monde. « Tu me raconteras » murmura Artémis en embrassant Chiron. « Plus tard » répondit le vieux maître. « Tu attends d'autres élèves » demanda la déesse d'une voix hésitante. « Chaque chose en son temps » sourit le centaure. « Et toi, comment as-tu vécu tous ces mois sur l'Olympe » Artémis haussa les épaules. Elle s'aperçut qu'elle n'avait finalement rien de vraiment important à lui raconter. Le centaure sourit à nouveau. Elle regarda les petites rigoles qui se formaient au coin de ses yeux, ces plis qui pouvaient accueillir tous les doutes, les colères et les joies de la vie. Ils se turent un long moment, goûtant ensemble la chanson nocturne des crapauds amoureux. Les étoiles s'étaient allumées. Artémis murmura « Tu sais que la Voie lactée est 1000 fois plus belle vue d'ici que depuis l'Olympe ?» Chiron répondit doucement « Je ne sais pas, je suis jamais allé au palais de ton père. » À suivre. Κοιμήσου αστερί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιώ φεγγάρι, στις λιγαριά, στην αγκαλιά, στις ρεμάτια, στο χάδι, κοιμήσου και παράγγειλα του ήλιου τα χρυσάφια, της θάλασσας τα σημικά και όλα τα διαμάντια. Après bien des aventures encore et de nombreuses rencontres, les joies, les peines de la vie, Artémis décide de retourner sur l'île de Crète. 100e épisode, où Artémis se trouve de nouvelles racines. À l'approche de la grande île, la déesse ressentait toujours le même plaisir, la même excitation joyeuse. Ici, plus que nulle part ailleurs, les paysages étaient tranchés, vifs comme découpés au couteau. Les montagnes abruptes hérissaient le sol, les falaises dégringolaient dans la mer, la terre était sèche et caillouteuse, et le vent sifflait aux oreilles. Le bleu turquoise de la mer, le vert profond des pins, l'ocre des coteaux, le blanc du sable, le jaune des millepertuis et le rose des fuchsias se mêlaient au rouge des coquelicots en un feu d'artifice de couleur crue. Même la lumière était plus intense. Elle se laissa envahir par le bouquet d'odeurs qui lui explosait aux narines à chacune de ses venues en Crète. Elle ferma un instant les yeux pour mieux les savourer. Il y avait l'entêtante résine, l'origan poivré, le thym piquant, la figue sucrée dégageant déjà ses arômes d'été, et par-dessus tout, ce parfum iodé de bord de mer. Elle glissa sa langue sur ses lèvres pour recueillir ce goût de sel qui venait de s'y déposer. Elle rouvrit lentement les yeux et se trouva nez à nez avec une petite chevrette qui la regardait avec curiosité, la tête un peu penchée. Artémis éclata de rire. L'écho de son rire se répercuta sur les parois de la montagne où elle venait d'arriver. Surprise, presque émue, la déesse s'aperçut qu'elle venait de rire pour la première fois depuis bien longtemps. Les puissantes beautés de cette terre agissaient sur elle comme un baume apaisant. Elle s'engagea à pas lents sur un étroit sentier qui dévalait la montagne jusqu'à la mer. Bientôt, elle arriva dans un village, blotti dans une crique. Ici vivaient des pêcheurs et leurs familles. Une barque dansait sur les flots. Des filets séchaient au soleil. Quelques coquillages et des étoiles de mer s'y accrochaient encore. Elle aperçut des poulpes en train de sécher, suspendus à une corde, leurs longs tentacules agités par les bourrasques de vent. Pas âme qui vive à cette heure où chacun faisait la sieste. Seul un chat roux et blanc s'approcha d'elle, lentement, se frotta contre ses jambes en guise de salut, puis retourna s'allonger à l'ombre d'un palmier. Celui-ci portait des branches chargées de fruits. Artémis cueillit quelques dattes, heureuse de rencontrer son arbre fétiche, son protecteur, celui qui avait aidé sa mère à les mettre au monde, elle et son frère. Le jus sucré lui coula sur le menton, et elle rit à nouveau, gagnée par la douceur du moment. Dans ce village, Artémis trouve une nouvelle amie, Dictyna.
Ce soir-là, lorsque la lune se leva, Artémis et Dictyna plongèrent ensemble dans la mer. Elles nagèrent longtemps, heureuses de cette complicité si naturelle entre elles. Lorsqu'elles sortirent des vagues, une bonne odeur de poisson grillé au feu de bois flottait dans l'air. Les pêcheurs improvisaient une fête sur la plage. L'un d'entre eux empoigna son luth, un autre sa cithare, un troisième porta sa flûte aux lèvres. Une femme se mit à battre le rythme sur une peau de chèvre tendue comme un tambourin. Alors, Dictyna se leva et commença à chanter. Sa voix puissante portait en elle la fierté de son peuple, la beauté de son île et la chaleur de l'été. Ici, la musique est air d'hospitalité et de résistance. Et lorsque ses pieds se mirent à danser sur le sable, ils dessinèrent des pas mystérieux et envoûtants, traces de feu et de joie. Soudain, la voix de Chiron retentit aux oreilles d'Artémis. L'homme a 2 pieds, parce qu'en réalité, il a 2 racines. La première s'enfonce profondément dans le sol où il est né. Rien ne peut jamais la déraciner. L'autre se fixe là où il a choisi de vivre. Celle-ci sera plus lente, plus longue à se faufiler dans la terre, mais elle peut s'accrocher à jamais elle aussi. Et il a 2 bras pour les tendre vers les étoiles, qu'il verra partout où il sera, tant qu'il sera vivant. Sa première racine à elle était accrochée sur l'île de Délos. Elle avait planté à jamais sa 2e racine sur les flancs du mont Pélion. Mais ce soir, sur cette plage, à l'ombre de ces montagnes, Artémis savait qu'une 3e racine venait de lui pousser. Une racine fichée pour toujours en terre crétoise. Elle se leva lentement et se mit, elle aussi, à danser sous les étoiles. Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της έβαζε νεφέλη να ξεχωρίζει από όλους μες στα μπέλη. Ήρθανε 2 μικροί αγγέλοι και της το κλέψανε. 2 μικροί αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν την νεφέλη να την ταΐζουν νερόδι και μέλι, να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει, της το κλέψανε. Ακίνθηκε κρίνα, της παίρνουν τα αρώμα και το φοράνε κι οι ερώτες πετώντας αηδίες την περιγελούν. Ο καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και την σκορπά για να μην βρουν.
J'y arrive. Hein.